Donc, il me dit que c'est à moi d'avoir le plaisir et l'honneur de présenter notre premier conférencier en séance plénière, professeur Chihab Bouden Totobo. Professeur Chihab Bouden, vous le savez tous, est professeur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, l'INIT. Il a été plusieurs fois professeur invité et ou chercheur associé dans diverses universités européennes et américaines. Chihab, si je mens, tu m'arrêtes. Il est diplômé de génie civil de l'INIT 1984, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en énergie solaire de l'université Paris Diderot en 1985. 4 années plus tard, d'un doctorat en physique et énergie de la même université Paris Diderot en 1989. Ses travaux de recherche portaient principalement et essentiellement sur la conversion de l'énergie solaire et de ses applications dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture. Il s'intéresse aussi aux normes du confort thermique humain dans les bâtiments et aussi à l'hydrogène vert. La planification énergétique et l'optimisation des systèmes de production de l'énergie et de sa distribution ne sont pas non plus des secrets pour lui. Professeur Bouden a dirigé plusieurs projets de recherche nationaux, soutenus ou bien par le ministère de l'Enseignement supérieur, ou bien par l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie, ainsi que par des partenaires industriels. De même, à l'échelle internationale, il a collaboré avec des partenaires d'universités françaises, grecques, du Royaume-Uni, à des projets de recherche internationaux. Il a aussi coordonné des équipes tunisiennes dans au moins 4 projets financés par divers programmes de l'Union européenne. Auteur et ou co-auteur de nombreuses publications dans les spécialités d'intérêt. Très engagé aussi dans la vie associative. Ça, c'est un aspect qui est un peu moins connu de professeur Chihab Bouden. Très engagé dans la vie associative. Il est membre de la Société internationale de l'énergie solaire depuis 1986. Et il a été membre de son conseil d'administration entre 2004 et 2006. Il fut aussi président, il fut membre de Jeunes Sciences, de l'association Jeunes Sciences de Tunisie depuis 1977, ça veut dire bien avant l'entrée à l'université, dont il fut président entre 2011 et 2023, et où il a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité. Membre du conseil d'administration aussi du mouvement international pour le loisir scientifique et technique entre 1998 et 2002. Directeur du département de génie industriel à l'INIT, et il fut directeur de cette institution entre 2008 et 2011 pour un premier mandat et un deuxième mandat entre 2011 et 2014. En 2014, il a été nommé directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et ensuite ministre de l'enseignement supérieur en février 2015 jusqu'au mois d'août 2016. Donc, professeur Bouden, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, il est aussi et surtout avec nous comme un ami de la persévérance, ami de l'intelligence, ami de la cordialité et de la sagesse au sens philosophique du terme. Et donc, bien sûr, ami de l'ATM et ami du coutume. À vous la parole, professeur Bouden. Merci beaucoup, merci Sinisa pour cette présentation très élogieuse qui fait en sorte que je me sens tout petit maintenant. Alors, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie tout le comité d'organisation pour cette invitation et pour m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce congrès. C'est la deuxième fois que je participe à Coutume. Par des présentations, mais j'ai participé avec vous de cœur à plusieurs occasions puisque j'ai toujours soutenu l'organisation de ce congrès dans les diverses responsabilités que j'ai eu à assurer. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite présentation qui n'a rien de très scientifique.
Parce que je ne prétends pas réellement spécialiste de l'hydrogène. Je suis quelqu'un qui fait de la communication autour de l'hydrogène et qui fait du marketing de l'hydrogène. Et donc, je souhaiterais faire une petite présentation qui nous met un peu tous, comme communauté scientifique, dans l'état de l'art de ce qui se fait en Tunisie et dans le monde, et de nous positionner tous, c'est bon, de nous positionner tous en tant que scientifiques pour trouver notre position, en tant que chercheurs, pour établir ou développer des actions de recherche et des actions qui touchent à ce sujet-là. C'est un sujet d'actualité. Nous devons réellement nous positionner scientifiquement et dans le contexte de la stratégie nationale tunisienne. Alors, donc je vais parler d'hydrogène vert, de la stratégie tunisienne, de la feuille de route technologique pour cette stratégie, et qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté scientifique dans ce sujet-là. Au départ, ça va vous sembler très banal. Donc, l'hydrogène, c'est quoi? En fait, l'hydrogène vert, il n'est pas vert, malheureusement. Il est hydrogène. Hydrogène, c'est l'hydrogène. Tout ce qu'il a comme avantage, c'est que c'est une molécule qui existe d'une manière très abondante dans la nature, aussi bien au niveau de la Terre qu'au niveau du système solaire, puisque le Soleil, c'est essentiellement de l'hydrogène. Et sur Terre, donc, il existe essentiellement dans les hydrocarbures et dans l'eau. On le trouve exceptionnellement en tant que molécule d'hydrogène tout court. Donc nous on le connaît depuis notre premier cours de chimie, élément numéro 1 du tableau de classification de Mendeleïev. C'est la molécule la plus simple, un proton et un électron. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est sa température d'ébullition et sa température de fusion qui sont extrêmement basses, donc moins 252 et moins 259. Donc on va le trouver exceptionnellement dans un état qui n'est pas gazeux, à pression atmosphérique, bien sûr. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un élément naturel qui est très énergétique. Donc, en fait, il a un pouvoir calorifique, une capacité calorifique très importante. Donc, 1 kg d'hydrogène, c'est l'équivalent de 3 kg de pétrole, du point de vue énergétique. Maintenant, 3 kg de pétrole, c'est un peu moins que 4 litres. 1 kg d'hydrogène, c'est presque la moitié de cette salle. Peut-être même plus que la moitié de cette salle. Et donc là, c'est un challenge technologique pour le transporter, le stocker et le traiter. Et ça, c'est un truc à retenir. Deuxième point important sur l'hydrogène, c'est que la combustion des combustibles connus, traditionnels, produit du CO2. La combustion de l'hydrogène, elle va produire de l'eau. Donc, c'est une combustion propre qui ne pollue pas. Troisième point important, c'est que la combinaison de l'hydrogène avec le CO2, nous on veut se débarrasser du CO2, nous donne des molécules du style CXHY ou CXHYO. Donc, ce sont des hydrocarbures conventionnels et classiques que nous connaissons. Et donc, on peut faire cette réaction, produire ces combustibles, brûler ces combustibles, évidemment ça va dégager du CO2, on va faire de la circularité, récupérer le CO2 et le recombiner. Et donc, on sera sur un net CO2 émis, en quelque sorte. Net zéro CO2 émis. Alors, les applications, il y en a plein, bien sûr, aujourd'hui, mais la tendance, c'est d'aller vers plus d'applications. Alors, pourquoi maintenant on parle aujourd'hui d'hydrogène? Alors, il y a plusieurs motivations derrière tout cela. Première motivation est une motivation environnementale. Donc, nous avons ici la température de la planète depuis l'année 1000. Et donc, on voit ici les niveaux de température. Évidemment, il y a des petites fluctuations de temps à autre, mais vous voyez que sur ces dernières années, la tendance est à la hausse, et évidemment, une tendance réellement vertigineuse et alarmante. En Tunisie, on commence à sentir ce changement climatique à travers, ne serait-ce que les extrêmes climatiques, la sécheresse qu'on a connue depuis 5 ans, les températures qu'on a connues pendant les étés des années précédentes, etc.
Alors les scientifiques, lorsqu'ils développent des modèles, donc ils trouvent ce modèle tendanciel de la température au niveau du globe, donc jusqu'en 2020, et lorsqu'on enlève la composante consommation énergétique, on se retrouve avec cette courbe qui est en vert. Et donc en fait, le vrai responsable de ce changement climatique et cette température au niveau du globe, c'est essentiellement la consommation énergétique et surtout les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un point très très important. Et donc, qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle sur les sommets de l'environnement, essentiellement ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties. Il y a toujours des résolutions qui sont prononcées chaque année, mais souvent il y a des résolutions importantes, il y a souvent des résolutions moins importantes. Donc l'une des plus importantes, c'est celle de 2016, la conférence des parties qu'on appelle les accords de Paris, donc la conférence qui a eu lieu à Paris. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris comme décision? Elle s'est dit, on doit fixer le réchauffement climatique en référence à l'année 1990 pour atteindre un niveau pas plus que 2 degrés en 2100 et idéalement plus 1,5. C'est ce plus 1,5 qui va nous garantir la possibilité de survie sur Terre. Sinon, on va avoir des phénomènes qui sont réellement bizarres. Et pour atteindre cet objectif, évidemment, il va falloir baisser notre consommation énergétique. Et cette baisse se traduit par certains mécanismes, dont essentiellement l'amélioration de l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables dans tous les usages. Ensuite, une fois que l'électricité devient une électricité propre et renouvelable, on va vers ce qu'on appelle l'électrification de tous les usages, véhicules électriques et même cuisine, etc. Et il restera un maillon qu'on ne pourra pas couvrir avec de l'électricité, par exemple les cimenteries ou l'industrie sidérurgique, etc. Ce sont des applications industrielles qui demandent de la très haute température, et c'est là que viendra l'hydrogène vert et le power to X. Donc on le laisse comme dernier recours. Ce n'est pas une solution à prendre immédiatement, c'est la solution ultime, là où on n'a plus de solution pour autre chose, parce que c'est une technologie coûteuse, difficile, etc. Alors le changement climatique n'est pas que réchauffement. Bien sûr, ce réchauffement il va avoir des conséquences très importantes, dont entre autres la fonte des neiges et l'élévation du niveau de la mer. Alors évidemment, en Tunisie, on est concerné par ce phénomène d'élévation du niveau de la mer. Il y a des études qui se font, et ça c'est un résumé d'une étude qui a été faite au niveau de l'APAD, l'Agence tunisienne de protection et d'aménagement du littoral. Et le résumé de cette étude a été publié dans le quotidien La Presse de Tunisie au 17 juin 2024. Donc en fait, tous les Tunisiens sont au courant de ce résultat, et on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce rapport? En 2050, toutes les zones qui sont en bleu seront couvertes par la mer, ce qui fera une surface de 250 km². Et en 2100, tout ce qui est en rouge sera couvert par la mer, ça fait une surface de 1000 km². Et donc, vous voyez, Qarna par exemple n'existera plus, et le Grand Tunis en 2100 n'existera plus. Et puis si on nous dit qu'un pays est venu envahir 1250 km² de la Tunisie, je crois que nous tous prendrons des fusils et irons faire la guerre. Alors aujourd'hui, il est grand temps de faire la guerre contre le changement climatique. Qarna, c'est pas 2050, ça c'est une photo qui date du 25 mars 1935, il y a quelques jours. Regardez ce palmier, mais surtout celui-là. Et on voit ici que tout ça est humide, mouillé, c'est-à-dire que l'eau de mer était là. Je ne crois pas que ceux qui ont planté cet arbre, ils l'ont planté en plein dans l'eau. Donc l'avancée du niveau de la mer est déjà là. Alors, deuxième point important pour la Tunisie, ici nous avons la courbe de la demande énergétique ou de la consommation énergétique. Et en vert, nous avons la courbe de la production énergétique nationale. Dans cette courbe de production, il y a la production nationale, il y a les redevances qui nous viennent du gazoduc qui traverse la Tunisie. Donc on voit qu'ici c'est à la baisse, la tendance est à la baisse, ici la tendance est à la hausse, et il y a un écart qui se creuse. C'est un écart très important. Aujourd'hui, la Tunisie est indépendante à moins que 40% de son énergie, c'est-à-dire plus de 60% de l'énergie est importée. Et importée essentiellement sous forme de gaz, donc d'un seul fournisseur. Deuxième point alarmant, c'est le mix électrique tunisien.
Aujourd'hui, on est à peu près à 97-98% de mix électrique provenant du gaz et uniquement 2 à 3% des énergies renouvelables. Ça, c'est aussi un mix qui n'est pas sustainable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Un mix électrique doit être équilibré entre 2 ou 3 sources d'énergie à proportion quasiment équivalente. Donc, on ne peut pas rester sur un modèle où on produit notre électricité uniquement à partir du gaz. L'idée, bien sûr, c'est d'aller vers du renouvelable, etc. J'ai sauté l'autre diapo parce que l'élément important, c'est ce qui est ici. Et je l'ai pris encore une fois du journal La Presse. Bon, ce n'est pas une référence scientifique qu'on a l'habitude de lire dans un congrès, mais j'ai tenu à prendre La Presse parce que c'est le commun des Tunisiens qui est au courant de ça. Donc, on n'a pas à dire, on n'est pas au courant. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet article de La Presse? Le déficit de la balance commerciale énergétique s'élève à 9,6 milliards de dinars en 2022. Il est passé de 5,6 milliards en 2021 à 9,6 en 2022. Du simple au double en une année. Évidemment, il y a des raisons à cela. Il y a d'abord l'augmentation de la consommation, la baisse de la production, le coût du baril et le taux de change du dinar. La conjonction de tout cela fait en sorte qu'en une année, on a ce gap. Et déjà, ce gap, dans l'absolu, il est très important parce qu'il représente plus que pratiquement 25% du budget national. Troisième, élément relié, l'énergie est subventionnée en Tunisie. La subvention de l'énergie va jusqu'à 7 milliards de dinars en 2024. En réalité, elle est supérieure à ça. La STIR et la STEC ont demandé 12 milliards. Le ministère des Finances n'a pu fournir que 7 milliards. Et l'augmentation du prix du baril d'$1, parce qu'on fait des hypothèses lorsqu'on fait le budget de l'État, lorsque le baril augmenterait de $1 par rapport aux hypothèses faites, on aura une augmentation de 144 millions de dinars sur la subvention. Et lorsque le dinar glisse de 10 millimes par rapport au dollar, on aura une augmentation de la subvention de 57 millions de dinars. Donc tout ça, ce sont des chiffres réellement alarmants et on ne peut pas les voir sans réagir. Évidemment, il y a une stratégie nationale pour répondre à tout ça. La stratégie, bien sûr, elle a plusieurs volets importants. J'ai sélectionné quelques-uns, dont évidemment efficacité énergétique, sobriété énergétique, recours aux énergies renouvelables, diversifier le mix électrique, rationaliser la subvention et évidemment renforcement du réseau électrique pour assurer justement l'absorption du renouvelable dans le réseau, parce qu'aujourd'hui, le vrai frein, les gens disent que c'est la STEC qui freine, ce n'est pas la STEC, c'est le réseau STEC qui freine, qui n'est pas capable d'absorber tout le renouvelable qui existe. Et évidemment, il faut que dans cette stratégie, que cette transition vers le renouvelable soit aussi l'occasion de faire une transition économique vers une économie verte, renouvelable, etc. Donc, création d'emplois, création de nouveaux types d'emplois, création de nouvelles activités économiques, etc. Alors, le plan donc, de transition, il prévoit évidemment l'implémentation de beaucoup d'énergies renouvelables, pratiquement dans tous les gouvernorats de la Tunisie, sous forme soit de photovoltaïque, soit d'éolien, à différentes capacités. Ça, c'est un atout qui va venir pour la Tunisie. Ça va permettre aux zones de l'intérieur du pays d'avoir une bonne alimentation électrique, etc. Mais ce n'est pas sans difficulté non plus. Alors ici, on a une courbe de la demande électrique ou de la production électrique de la STEC sur une année. C'est une courbe un peu ancienne, mais j'aime bien utiliser celle-là. Alors, on a une consommation électrique qui est fluctuante entre jour et nuit et entre hiver et été. Ce qu'il y a lieu de noter ici, c'est que le minimum absolu et le maximum absolu, la différence entre le minimum absolu et le maximum absolu est très importante. Et ça pose des contraintes. Pourquoi? Parce que la STEC produit l'électricité moyennant deux technologies. Une première technologie qui sont les machines qu'on appelle à cycle combiné, qui sont des machines à rendement élevé. C'est des grosses machines qu'on ne peut pas arrêter, qui doivent fonctionner en continu. Et des machines
qui ont une capacité variable, qui sont plus flexibles, qui peuvent s'arrêter et démarrer rapidement, mais qui ont des rendements aussi plus faibles, et donc un coût de production plus élevé. Et donc la STEC veut bien avoir ces machines-là, de cycle de base, qui sont plus intéressantes. Mais ces machines de cycle de base, on ne peut pas dépasser ce minimum absolu. Parce qu'au-delà, on sera obligé de les arrêter, mais arrêter une telle machine, il n'est pas facile de la redémarrer. Et puis, il y a des machines, donc celle-là, on va combler tout le déficit entre ce point et ce point par des machines variables. Évidemment, vous voyez que cette partie-là est inférieure à cette partie-là. Donc en fait, le gros de nos machines va vers des machines qui ne sont pas avec des rendements très élevés. La deuxième chose que je veux montrer, c'est cette petite protubérance. Ça, c'est la production de renouvelables, hydraulique et éolien. Ce jour-là, ils ont utilisé l'hydraulique, d'habitude ils ne l'utilisent pas, mais parce que c'était une journée de pointe, ils ont été même obligés ici de faire des coupures électriques, parce que tout le parc a été utilisé. Alors, vous voyez cette petite protubérance a causé justement sur ces machines qui travaillent en continu, une petite protubérance ici. Mais imaginez qu'on a maintenant beaucoup de renouvelables. Alors, ce beaucoup de renouvelables, il va faire un pic comme ça, par exemple, qui va se traduire sur la courbe par quelque chose comme ça. On va finir par avoir des heures de la journée où on a un excédent de la production. Et on ne sait pas quoi en faire. Si on a un tel excédent, il faut arrêter les machines de base. On ne peut pas arrêter les machines de base. Donc, pour cet excédent, il faut une solution pour dissiper cet excédent de production. Et ça peut être un système de stockage. Ce système de stockage, évidemment, on peut stocker dans des batteries, mais ce n'est pas bien parce que les batteries, c'est très polluant, ça coûte cher, ça a une durée de vie courte. Ce n'est pas du tout intéressant, ni du point de vue environnemental, ni du point de vue économique. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'hydrogène au tout début, pas que pour la Tunisie, pour le monde entier. On a pensé à l'hydrogène comme étant un élément de stockage de l'excédent provenant des énergies renouvelables qui sont intégrées dans le réseau. Cette idée n'est plus aujourd'hui aussi l'idée majeure. C'est une idée qui continue à être, bien sûr, une option pour l'hydrogène, mais ce n'est pas le vrai leitmotiv pour mettre de l'hydrogène. Mais pour nous, en Tunisie, de toutes les manières, ça c'est important. Et ça ne suffira pas. Ce qui va aussi nous aider à résoudre ce problème, c'est l'interconnexion avec l'Italie. Parce que nous, on est interconnectés avec la Libye et l'Algérie, mais avec la Libye et l'Algérie, on a des réseaux, une demande énergétique qui se ressent. Donc, lorsque nous, on a un excédent, ils ont un excédent. Lorsque nous, on a un besoin, ils ont un besoin. Et donc, on ne peut pas se compléter. Il faut avoir une interconnexion avec un réseau complémentaire. Et donc, c'est le réseau européen. Parce que nous, notre point, c'est l'été, le jour. Eux, leur point, c'est l'hiver, la nuit, pour le chauffage. Et donc, c'est complémentaire. On peut leur fournir un excédent lorsqu'on en a l'été. Ils peuvent nous fournir de l'énergie en hiver lorsqu'on a besoin. Et donc, cette interconnexion est quelque chose de très important. Alors, le chantier de ce câble va démarrer bientôt, en principe incessamment, dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc, c'est un câble qui ne résoudra pas tous nos problèmes, parce que ce n'est qu'un câble de 400 kVA, enfin 400 kV DC en courant continu, et il aura une capacité, il transportera 600 MW, c'est l'équivalent d'un cycle combiné de micro. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Troisième raison qui, à mon sens, pour la Tunisie est très importante, de laquelle personne ne parle. C'est ce qu'on appelle, c'est encore toujours dans la démarche protection de l'environnement et challenges environnementaux globaux, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Carbon Adjustment Mechanism at the border, CBAM. Alors c'est quoi ce mécanisme? En fait, les pays développés se sont dit, maintenant, il y a des gens qui continuent à polluer, à produire des produits bon marché avec beaucoup de pollution, en utilisant par exemple du charbon, etc. On ne veut pas continuer à encourager ces gens-là à produire et exporter à bas coût. Du coup, on va mettre en place une taxe sur les frontières européennes et sur les frontières américaines aussi. Toute marchandise qui arrive sur les frontières va payer une taxe qui est indexée sur l'empreinte carbone ou la quantité de CO2 émise par le produit.
Et donc, nous autres, Tunisiens, on vit en quelque sorte de l'export de nos biens et services. On exporte des dattes, on exporte de la tomate, on exporte du phosphate, on exporte de l'huile d'olive. Tout ça va avoir une empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle touche toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire, lorsque je parle de la date ou de l'huile d'olive, c'est le tracteur qui a labouré le champ, c'est la pompe qui a arrosé le champ, c'est le camion qui a transporté le produit jusqu'au port de la Goulette, c'est le bateau qui a transporté le produit jusqu'au port de Marseille. Et si je parle de textile à Saladel, c'est le tissu qui est acheté en Chine, donc avec quels moyens il a été fait et quelle est son empreinte carbone déjà là-bas, c'est qu'on peut utiliser, le transport depuis la Chine jusqu'en Tunisie, la confection à Saladel, le transport de Saladel au port de la Goulette, et ainsi de suite. Et donc ça, nous on a toujours été compétitifs parce qu'on a une main-d'œuvre qui n'est pas très chère. Mais si maintenant on va se mettre à payer une taxe carbone pour des produits souvent pour lesquels on est responsable de la pollution, et d'autres on n'est même pas responsable. Si j'achète du tissu en Chine, je ne suis pas responsable de ce qui se passe en Chine. Donc là, ça va pénaliser le produit tunisien sur le marché européen. Et donc, l'impératif de baisser l'empreinte carbone de tous nos biens et services est nécessaire et urgent. Pas grand monde en parle aujourd'hui en Tunisie. Il y a des grandes entreprises qui sont au courant, qui font des choses. Au niveau global et de l'État, on n'est pas en train de faire beaucoup de choses. Donc ça, ce sont les vraies raisons pour l'hydrogène aujourd'hui. Donc il y a de vraies motivations. Alors l'hydrogène, évidemment, aujourd'hui on parle plus de l'hydrogène, on parle du power to X. Power, c'est-à-dire le courant électrique, et on pense à l'électricité renouvelable. Et le X, c'est toutes sortes de produits qu'on peut élaborer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de produire aujourd'hui de l'électricité renouvelable. Grâce à cette électricité, on produit de l'hydrogène par électrolyse. Et on va soit capturer le CO2 qui existe dans l'air, soit avoir du CO2 renouvelable lui-même à travers la biomasse, par exemple, parce qu'on considère que la biomasse, ça émet du CO2 lorsqu'on brûle ou qu'on utilise la biomasse, mais ça reste un cycle. Donc la plante absorbe le CO2, elle produit la chlorophylle, et puis on brûle, on fait la digestion de ce produit pour produire un combustible. Donc ça reste dans la circularité. Donc capturer le CO2 de l'air ou de la biomasse, et grâce à l'hydrogène et au CO2, on va produire des molécules qui peuvent être des hydrocarbures, qui peuvent être toutes sortes de choses qu'on va utiliser dans notre industrie. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'hydrogène, ce n'est pas forcément la molécule d'hydrogène. Ça peut être l'hydrogène, ça peut être le méthanol, ça peut être le méthane, ça peut être autre chose. Fabriqué à partir d'hydrogène vert. On peut aussi parler, bien sûr, aujourd'hui on parle beaucoup d'ammoniac, parce que l'ammoniac c'est la deuxième commodité qui s'échange dans le monde, parce que c'est la base de tous les fertilisants. C'est très important justement pour to gain our agricultural products. Donc on a besoin d'ammoniac, et donc l'ammoniac c'est facile, on n'a pas à chercher du CO2, on cherche l'azote de l'air, et on fait la combinaison pour produire du NH3. Donc c'est ça le concept. Ce qui nous ramène effectivement aux options et aux couleurs qu'on appelle aujourd'hui les couleurs de l'hydrogène. Donc l'hydrogène aujourd'hui est à 99% obtenu grâce au combustible fossile. Donc soit réformage à la vapeur du méthane, ça c'est pratiquement 70%, soit un traitement sur le pétrole, soit une pyrolyse essentiellement du charbon. Tout ça s'appelle de l'hydrogène gris ou de l'hydrogène noir. Par la suite, on peut produire l'hydrogène avec ces mêmes procédés, sauf que c'est avec de la biomasse vivante, auquel cas on va l'appeler aussi vert, parce qu'on est dans la circularité. Mais sinon, et c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé, parce qu'en fait, il émet, dans ce cas-là, il émet du CO2. Et dans ce cas-là, dès lors la Tunisie, on n'a pas beaucoup de biomasse abondante. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'hydrogène qu'on va obtenir par craquage de l'eau. Et donc là, il y a différents procédés pour le faire. Le procédé le plus mature d'un point de vue technologique, c'est l'électrolyse. Et pareil, pour l'électrolyse, il existe plusieurs types d'électrolyseurs. Il y a celui-là qui est encore mature, les autres qui sont en cours même de recherche et développement. Et donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est avoir cet hydrogène-là.
Donc ça nous ramène à ces couleurs. Donc l'hydrogène qui vient du charbon, on l'appelle l'hydrogène noir. Celui qui vient du gaz, on l'appelle l'hydrogène gris. Mais maintenant, cet hydrogène gris, si on lui capte son CO2 et qu'on le stocke sous sol, ça s'appellera un hydrogène turquoise. Et si on transforme ce CO2 en carbone solide, ça s'appellera... non, ça c'est du bleu. Si on le transforme en carbone solide, ça sera de l'hydrogène turquoise. Ensuite, il y a le vert qui vient de la biomasse. Il y a le vert qui vient du craquage de l'eau. Il y a le rose qui vient du nucléaire, parce qu'on considère que le nucléaire n'émet pas de CO2. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'hydrogène jaune. C'est ce qui vient du mix électrique, c'est-à-dire qu'on fait de l'électrolyse à partir de l'électricité du réseau. Pour un pays comme la Tunisie, si on fait cela, ce sera de l'hydrogène gris, parce que notre électricité est grise. Donc, ce n'est pas du vert. Un électrolyseur, vous savez, vous connaissez tous les électrolyseurs, on a joué avec un électrolyseur, c'était la première expérience qu'on a fait dans le cours de physique, mais les électrolyseurs industriels ne ressemblent pas du tout à ça, c'est plutôt ça. Ça ressemble à un échangeur à plaques pour nos autres énergéticiens ou thermiciens. Il y a des plaques positives, des plaques négatives, et donc des membranes entre les deux, et c'est là où ça va se produire l'hydrogène et l'oxygène. Très souvent, l'oxygène est lâché dans l'air, et l'hydrogène est utilisé. Alors ici, on ne va pas lire ce tableau, je l'ai mis tout simplement pour vous dire il existe plusieurs types d'électrolyseurs, on a choisi ces quatre-là, et j'ai encadré cette case qui est le TAF, le niveau de maturité technologique. Donc on trouve ici que uniquement celui-là, l'alcalin, il a un TAF égal à 9. Tous les autres ont un TAF inférieur à 9. C'est juste pour vous dire qu'il y a un champ de développement et de recherche technologique et scientifique sur ces types d'électrolyse. Quelle est l'empreinte carbone de l'hydrogène? Donc l'hydrogène gris qu'on produit aujourd'hui, pour produire 1 kg d'hydrogène, on produit 11 kg de CO2. L'objectif, c'est d'aller vers de l'hydrogène vert où c'est 0 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Et aujourd'hui, si je prends l'hydrogène jaune, par exemple, celui de l'Allemagne, qui est réputé pour être un pays propre, ou avoir une électricité propre, mais l'Allemagne, depuis la guerre d'Ukraine, utilise le charbon pour produire l'électricité. Lorsqu'elle produit, ou lorsqu'elle produirait 1 kg d'hydrogène par électrolyse de l'eau grâce à l'électricité du réseau allemand, elle produira 22 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène, donc 2 fois plus que le gris. Pour nous autres en Tunisie, on va être très loin, on sera peut-être à 24 ou 25. Alors, tout ça, quelles sont les opportunités pour la Tunisie? En Tunisie, nous avons la chance d'avoir un pays où il y a du bon soleil. On le connaît tous, puisqu'on se bronze tous pendant l'été. Et on a du bon vent aussi. Et comme par hasard, le bon ensoleillement et le bon vent se trouvent tous les deux dans le sud, dans le désert, où les terrains sont quasiment disponibles et non pas utilisés pour d'autres fins. Ce qui est très important par rapport non seulement à l'intensité du rayonnement solaire et l'intensité du vent, c'est aussi ce qu'on appelle les capacity factors, qui sont très élevés pour la Tunisie. Et les énergies, la source d'énergie avec laquelle on va produire l'hydrogène, c'est l'élément principal qui détermine le coût du kilogramme d'hydrogène. Donc on a un gisement solaire et éolien assez intéressant, un coût d'électricité renouvelable assez intéressant dans le sud tunisien, et par conséquent, on peut produire un hydrogène à des coûts intéressants. On a même un potentiel d'un éolien offshore qu'on laisse pour plus tard avec un facteur de capacité très élevé, donc très intéressant pour plus tard. Deuxième avantage compétitif de la Tunisie, c'est qu'il existe un gazoline qui passe de l'Algérie vers l'Italie en traversant la Tunisie. Ce gazoline, en fait, ce sont 5 pipes, et il est même question d'ajouter un 6e aujourd'hui pour le dédier à l'hydrogène, et peut-être convertir l'un ou deux de ces 5 pipes vers l'hydrogène. Pourquoi on ne les convertit pas tout de suite? Parce qu'on ne peut pas transporter l'hydrogène dans un pipeline qui était destiné au méthane. L'hydrogène est un gaz un peu plus vicieux que le méthane. Donc on peut avoir des fuites et on peut avoir du fritage. Donc pour le mécanicien,
travailler sur les matériaux avec lesquels on va produire ces gazolines. C'est très important. Aujourd'hui, le challenge pour l'hydrogène, c'est les matériaux utilisés dans tous les dispositifs qui vont transporter, stocker et utiliser l'hydrogène. Alors, cette figure, elle nous donne les coûts. On voit ici les prix selon les zones, donc chaque zone a une couleur, et le prix de production de l'hydrogène photovoltaïque ou par l'éolien. Au jour d'aujourd'hui, en Tunisie, si je prends cette zone-là, c'est 5 € le kilo, et ici, c'est 4,5 €. C'est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que l'hydrogène gris. Aucun industriel ne l'achètera, s'il n'est pas subventionné, mais on ne veut pas subventionner. En 2035, on commencera à avoir ici 2,50 €. 2,50 €, ça commence à être compétitif avec l'hydrogène bleu. Et en 2050, on sera très compétitif par rapport à l'hydrogène et gris et bleu. Donc ça, c'est une opportunité aussi pour la Tunisie. On se projette sur le moyen terme, c'est-à-dire à partir de 2035-2040, on peut avoir de l'hydrogène vert qui coûte moins cher que l'hydrogène gris d'aujourd'hui, et donc on a une possibilité de le vendre sur le marché international. L'autre opportunité que nous avons, c'est que nous sommes très proches de l'Europe. L'Europe va avoir besoin à l'horizon 2050 de 20 millions de tonnes d'hydrogène par an. L'Europe va fabriquer 10 millions de tonnes et va acheter 10 millions de tonnes de plusieurs destinations. L'Europe ne fera plus l'erreur d'acheter chez un seul fournisseur, comme c'est le cas aujourd'hui pour le gaz. Donc l'erreur d'acheter le gaz chez la Russie a fait que l'Europe ne veut plus acheter chez un fournisseur unique. Donc elle veut diversifier les fournisseurs. L'Europe ne court derrière personne. Donc, contrairement à ce que certains disent, ils veulent prendre notre soleil et notre hydrogène. Non, c'est loin de là. C'est nous qui voulons leur vendre et prendre une part de ce marché. Et on doit prendre une part de ce marché. Nous avons un avantage compétitif parce que, toujours, nous avons ce gasoline, donc le transport va être facile et nous sommes proches de l'Europe centrale. L'Europe va avoir un réseau de distribution d'hydrogène. Elle a une partie de ce réseau déjà qui est existant. Elle va le renforcer et il va être interconnecté avec ce gasoline. Donc c'est une vraie chance pour nous d'aller transporter, véhiculer et exporter l'hydrogène par cette voie. Alors, la stratégie nationale, donc, elle prévoit un programme progressif pour produire 320 kilotonnes d'hydrogène vert en 2030 pour arriver à 8200 kilotonnes d'hydrogène vert en 2050. Ces 8200 ou 8300, il y aura 6000 destinés pour l'export et 2300 pour le marché local. Alors ça demande des investissements énormes. Parce que regardez tout simplement les 320 kilotonnes, c'est très peu, c'est pas très ambitieux, mais regardez la capacité des énergies renouvelables qui est demandée, 5 gigawatts. 5 gigawatts, c'est égal à la capacité que la STEG a implémentée depuis l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que d'ici 2030, si on veut atteindre cet objectif, il faut installer autant de capacité de production électrique que nous avons fait depuis l'indépendance. Et il faut que ça soit renouvelable. Et si on va aller pour l'objectif 2050, c'est 100 gigawatts, c'est-à-dire 20 fois le parc plastique. 20 fois la STEC. Alors, l'hydrogène, évidemment, c'est l'hydrogène. Et quels sont les challenges? Les challenges, c'est la production. Aujourd'hui, on va produire avec des énergies renouvelables, avec une technologie d'électrolyse, laquelle, avec de l'eau, d'où ressourcer cette eau. Évidemment, il faut que ce soit de l'eau alternative, sinon il n'est pas vert. Eau alternative, c'est-à-dire une eau qui ne peut pas être utilisée pour la boisson, pour le consommateur, et qui ne peut pas être utilisée pour l'agriculture. C'est-à-dire, afin de prendre l'eau de l'ONAS, ce n'est pas toujours de l'eau qui permet de produire de l'hydrogène vert. Parce que l'eau de l'ONAS peut, dans certaines conditions, être utilisée pour l'agriculture. C'est uniquement l'eau de l'ONAS qui est un rejet industriel avec des choses dangereuses qu'on peut utiliser. Autrement, ce n'est pas de l'hydrogène vert, il ne va pas se vendre.
Sinon, c'est le dessalement. Et si c'est le dessalement, il y a un problème aussi de gestion de saumure par la suite. Par la suite, transport de l'hydrogène. Le transport de l'hydrogène n'est pas facile. Donc il y a le gazoline, mais il y a d'autres moyens de transport. On peut le liquéfier, on l'a vu tout à l'heure, moins de 152 degrés. On peut le convertir en d'autres molécules. On peut le convertir en ammoniac, transporter l'ammoniac parce qu'on sait transporter l'ammoniac. Et à destination, on peut faire le craquage de l'ammoniac, récupérer l'hydrogène. Mais ça a un coût aussi, un rendement. Donc, quelle voie choisir ici? C'est quelque chose d'important. Quels sont les dispositifs dans lesquels je vais transporter avec quels matériaux? Stockage de l'hydrogène, comment on va le stocker? Pareil, est-ce qu'on le stocke à pression atmosphérique ou à très haute pression? Donc là aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a problème de certification et de traçabilité, parce qu'il faut démontrer qu'il est vert, et donc il faut un système de traçabilité style blockchain, par exemple, bien reconnu, qui permet de certifier qu'il est vert, sinon il ne peut pas être vendu. Il y a bien sûr le problème de financement et de coût, parce que c'est très très cher, et on a vu ce qu'il y a comme capacité installée. C'est une simple multiplication, vous allez voir que c'est 100 fois le budget de la Tunisie qui est à mettre chaque année, ou quelque chose comme ça. Il y a les aspects juridiques aussi. Nos collègues juristes ont beaucoup de pain sur la planche, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez comment on fait un contrat sur l'hydrogène? Personne ne le sait. Comment on va faire si un investisseur étranger vient s'installer pour produire l'hydrogène, soit pour le vendre en Tunisie ou pour l'export? Il n'y a aucun cadre institutionnel ou juridique. Donc tout ça est à développer. Et puis, évidemment, tout ce qui est problème d'impact environnementaux, etc. Alors évidemment, il y a une stratégie aussi. D'abord, il faut constituer une vision. La Tunisie veut se positionner comme un pays incontournable dans cette démarche de l'hydrogène, oui, mais il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, quelles sont les opportunités? L'hydrogène pour faire quoi? Est-ce qu'on le vend à l'état hydrogène ou on le vend sous autre chose? C'est peut-être mieux de le vendre sous forme de molécules, et ça fait plus de valeur ajoutée pour le pays, etc. Le problème de certification, bien sûr, il faut mettre en place une instance de certification, une technologie pour mesurer et certifier avec toutes les normes et les standards internationaux. Comment il peut contribuer au développement socio-économique du pays et comment il peut faire entraîner la recherche-développement pour accompagner cette démarche. Tout ce qui est problématique liée à l'environnement et comment faire de la croissance économique avec tout cela. Sur le plan recherche scientifique, il y a quelques semaines, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Industrie ont fait une réunion conjointe pour développer une feuille de route technologique qui doit un peu faire une vision sur l'écosystème de la recherche, sur le système de formation, parce qu'on doit commencer à introduire quelques cours maintenant, sensibiliser nos étudiants à ces problématiques. Quel écosystème d'innovation à mettre en place et surtout le système de certification qui doit être mis en place. Donc tout ça est à mettre en place et on doit l'accompagner. Alors je vais terminer par ça. C'est un appel à projet européen qui vient d'être clôturé la semaine dernière, le 23 avril. C'est un mécanisme de financement de 184 millions d'euros. Il a visé 6 thèmes. Et dans chaque thème, il y a des sous-thèmes. Donc en tout, il y a 19 sous-thèmes. Je vais les présenter, c'est juste pour nous donner des idées sur ce qui va se faire. Donc ici, lorsqu'il y a 19 sous-thèmes, il va y avoir une quarantaine de projets. Quarantaine de projets, ça va impliquer en moyenne 10 laboratoires par projet, c'est-à-dire 400 laboratoires européens qui vont être impliqués. Et donc, si nous travaillons sur ces thèmes, c'est qu'on aura des partenaires européens avec qui aussi on peut collaborer, mais surtout que les travaux de ces thèmes-là pourront être des travaux publiables. Et ça nous prépare peut-être pour le prochain appel. Alors, le premier thème, c'est Renewable Hydrogen Production, donc Lifetime and Cost Improvement of Electrolyzers pour les Low Temperature Electrolyzers, la même chose pour les High Temperature Electrolyzers. Manufacturing scale-up of electrolyzer components. Donc, conception des électrolyseurs. Il y a de la mécanique, il y a de l'électrochimie, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ensuite,
Integration of electrolyzers with renewable power and heat, c'est-à-dire concevoir des électrolyseurs qui acceptent de travailler en régime dynamique, parce qu'un électrolyseur, il aime du régime permanent. Co-electrolysis system, on pense au dernier, celui qui était sur la dernière colonne qu'on appelle SOEC, qui travaille à haute température et qui peut co-générer de l'hydrogène et du CO, voire du CO2. Et ça, donc, c'est des éléments qui peuvent servir pour faire des éléments du Power to X, parce qu'on aura du CO2 qui est co-généré. Sur le stockage, exploration of natural pardon, ça c'est, j'ai oublié de vous dire que sur les couleurs, récemment on a ajouté une couleur qu'on appelle l'hydrogène blanc. En France, ils ont trouvé un gisement d'hydrogène, en Afrique, ils ont trouvé un gisement d'hydrogène. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou bien parce qu'on ne s'intéressait pas à l'hydrogène? Mais en tout cas, depuis 2 ans, on a trouvé de l'hydrogène sous-sol. Pas fréquent, c'est une anomalie géologique. Et donc là, on l'a appelé donc l'hydrogène blanc. Et donc ici, Exploration of Natural Geological Hydrogen in Europe, chercher s'il y a d'autres sources. S'il y a une anomalie quelque part en France, on peut en trouver ailleurs. Et puis, bon, ingénierie système pour l'électrolyse, parce qu'il ne suffit pas d'un électrolyseur. Deuxième sujet, c'est Storage and Distribution. Il y a 3 thèmes. Alors, le stockage en grande quantité de l'hydrogène se fait dans soit des anciennes mines de sel gemme, soit dans des anciens gisements de gaz, et donc development of line drop caverns for gaseous hydrogen storage. Donc ça, c'est l'hydrogène stocké sous forme gazeuse dans le sous-sol. Un travail sur les compresseurs, cost-effective and high capacity compression solution for hydrogen, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène comprimé, pour les voitures, on comprime l'hydrogène à 700 bars. C'est pour ça qu'on ne voit pas des voitures à hydrogène circuler. Pour les camions et les bus, c'est à 350 bars. Et dans les stations-service qui vendent de l'hydrogène, on stocke à 700 bars. Quel compresseur et quelle sécurité à mettre en place. Donc il y a du travail sur ça. Demonstration of scalable ammonia cracking technology, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait traiter, transporter et stocker l'ammoniac. Donc l'ammoniac peut être un vecteur pour transporter l'hydrogène. Il faut le craquer de l'autre côté. Et donc le craquage, quelle technologie. Troisième thème, c'est le transport. Donc configurable fuel cell powertrain, donc c'est des trains. Okay. Non-road mobile machinery, les trains à hydrogène. PEM fuel cell, pile à combustible PEM. Pour les véhicules, ça c'est pour le transport automobile. Reliable, efficient and scalable 1 MW PEM fuel cell. Donc pile à combustible de 1 MW, ça c'est pour quelque chose qui par exemple va alimenter une île ou un micro-réseau ou quelque chose qui n'est pas connecté au réseau. Ensuite, heat and power. Demonstration stationary fuel cells in renewable energy communities. Donc là, c'est des micro-réseaux. Comment, c'est un projet de démonstration essentiellement pour démontrer cette technologie, mais il y a beaucoup de recherches là-dedans. Ensuite, tous les projets interconnectés, c'est-à-dire où il y a tous les aspects, donc matériaux, stockage, matériaux nouveaux pour les membranes, etc. Et ensuite, hydrogen valleys. Donc l'hydrogène, on va le mettre dans un écosystème d'hydrogène. Donc comme on disait auparavant, des pôles technologiques par exemple, ça c'est un pôle qui va être réservé à l'hydrogène. Donc quelle infrastructure, comment l'organiser, quelle législation, etc. Donc small scale hydrogen valleys and large scale hydrogen valleys. Alors l'appel a été clôturé, il y a eu 212 proposals, il y aura une quarantaine de projets sélectionnés, ça c'est le budget. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on parle aujourd'hui du Power to X, donc électricité renouvelable, hydrogène, sourcing of CO2 et fabrication de ces molécules, toutes sortes de molécules.
molécules. Aujourd'hui, lorsqu'on dit hydrogène, et la Tunisie veut se positionner comme un pays exportateur, par exemple, exporter l'hydrogène peut se faire ici. Parce que vous savez que la législation européenne, aujourd'hui, impose qu'à partir de 2050, 50% du fuel des bateaux qui accostent en Europe doit être renouvelable. Donc, ça peut être en provenance d'hydrogène. Si on lève la main pour dire le port de Bizerte est une station-service pour vendre du carburant vert pour bateaux, on va dynamiser l'activité économique au niveau de Bizerte. Et ça, c'est doublement intéressant parce qu'on va vendre sans transporter localement, donc on va vendre. Mais surtout, ça va dynamiser l'activité économique. Parce que si je me dis, je veux acheter ce produit en Chine, pour un petit pays comme la Tunisie, c'est un conteneur. Le bateau ne va pas s'arrêter en Tunisie pour délivrer un conteneur. Par contre, lorsqu'il s'arrête pour avoir le carburant, il va me déposer mon conteneur et à la place, il va prendre un conteneur d'orange. Et donc là, ça va dynamiser l'activité commerciale. Pareil pour l'activité aérienne. 50% du carburant aérien doit être un carburant vert. Déjà aujourd'hui, dans certains aéroports européens, on voit un grand réservoir qui s'appelle SAF, Sustainable Aviation Fuel. Aujourd'hui, il est fabriqué à partir de biomasse. Dans très peu de temps, il sera à partir de, on appelle ça e-SAF, et I pour électrique, et électrique provenant des énergies renouvelables et donc de l'hydrogène. Je veux pratiquement terminé. Alors, moi, je veux pratiquement terminer avec ça pour dire que cette histoire d'hydrogène ne doit pas s'arrêter au niveau d'un souci du ministère de l'Industrie. L'industrie, il va penser peut-être sur le dossier énergie, et s'il est très intelligent, il va dire intégration technologique au niveau du ministère. Ça doit être un catalyseur pour booster toute l'économie tunisienne. Booster toute l'économie parce que booster le transport, nos camions 4x4 qui transportent 4x4 pâchés avec un flux de suie noire qui transporte les oranges du Gabon vers le port de Radès, ils doivent baisser leur empreinte et donc on doit avoir un transport vert, un transport routier, un transport de marchandises, etc. Ça doit booster l'industrie à travers d'abord Green Industry et ensuite intégration technologique de certains composants de la chaîne de valeur, parce qu'il y a une grande chaîne de valeur. Il n'y a pas que l'électrolyseur, et même sur l'électrolyseur, il y a une part. Ça doit toucher l'agriculture à travers les fertilisants verts, à travers greening des fuels pour les tracteurs, etc. Donc tout ça est très important. Ça doit toucher le secteur du service. Même les logiciels qu'on développe et qu'on vend en Europe, ils vont payer une taxe carbone. Et donc il faut faire en sorte que ça devienne vert. Parler du tourisme aussi, le tourisme doit être touché parce que si demain on annonce qu'on a des hôtels qui carburent avec un fuel vert, on va avoir des touristes complètement différents, qui sont sensibles aux problèmes environnementaux, qui paieraient un peu plus et qui sont aussi plus intéressants comme touristes pour le pays. Voilà, j'ai encore beaucoup d'autres diapos, mais je vais m'arrêter là. En gros, le message, c'est que c'est un grand sujet, c'est un grand dossier qui va s'ouvrir. Nous autres chercheurs et scientifiques, nous devons prendre une part dans l'effort national pour le développement de cette technologie et son intégration en Tunisie, le faire intelligemment en intégrant l'intelligence et le savoir, et nous devons nous positionner chacun dans son secteur de connaissances et dans son secteur d'activité et de compétences. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si on a prévu des questions. Merci beaucoup, professeur Bouden, pour cette belle présentation, cette session plénière qui se voulait une plénière d'ouverture, d'accord? Comme vous avez si bien dit, c'est de la communication et du marketing sur l'hydrogène vert et non des choses techniques, ce n'est pas des équations, ce n'est pas des résultats expérimentaux ni quoi que ce soit, mais une ouverture. C'était très intéressant. Je viens d'apprendre que l'hydrogène vert, il y a du brun, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert. Il est multicolore en fin de compte. Oui, bien sûr, les changements climatiques, c'est bien chiffré, c'est bien démontré. Ça ne va pas plaire à M. Trump. Il va encore une fois dire c'est Chinese hoax.
Il n'y a pas qu'à aussi, oui, tous les climato-sceptiques. Nous avons le temps, bien sûr, pour 2-3 questions, interventions, suggestions. Donc, à vous la parole. Qui voudrait intervenir? Madame Hembrobet. Bonjour. Alors ça fait rêver, bien évidemment, tout ce que vous dites. Merci pour cette présentation, mais moi je me pose toujours la question, est-ce que Phytonos, quand on pense à tous ces énergies renouvelables, que ce soit importe peu, est-ce que vous pensez à la fin de vie? Est-ce que vous pensez à la fin de vie des structures que vous êtes en train d'installer et qui sont excessivement polluantes? Écoutez, il n'y a pas une technologie qui soit propre à 100% ou qui soit sans inconvénient à 100%. Toutes les technologies ont un bon côté et un mauvais côté. Tout ce qu'il faut, c'est de dresser un tableau ou même une SWOT entière pour dire quelles sont les opportunités, quels sont les risques, quels sont les dangers et quelles sont les opportunités. Et de faire le bilan. Où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne dois pas aller. Et il faut prévoir la suite. C'est-à-dire, il ne faut plus refaire les fautes qu'on a faites dans le passé. Lorsqu'on a installé des industries, sans penser à l'aspect environnemental, on a récupéré le prix 30 ans, 50 ans ou plus tard. Aujourd'hui, si on veut avoir aucun risque, ni environnemental ni autre, on doit se remettre à s'habiller en peau de chameau et habiter dans les cavernes. C'est le moyen le plus safe pour ne pas polluer, ne pas faire de mal. Maintenant, si on adopte des technologies, évidemment, on doit penser à la suite. Le démantèlement doit être pris en compte dans les calculs économiques. Le recyclage des déchets doit être pris en compte dans les calculs économiques. Les impacts environnementaux et les émissions. Tout à l'heure, j'ai mis hydrogène vert, zéro émission. C'est pas vrai, c'est pas zéro émission. Il y a beaucoup d'émissions, mais beaucoup moins que les autres. Ça tend vers zéro par rapport aux autres. Mais il n'y a pas de zéro émission, il n'y a pas quelque chose qui est sans risque. Et nous, on est scientifiques. On doit avoir un raisonnement scientifique, faire le pour et le contre, et choisir la solution qui fait le moindre mal, tout simplement. Donc la Tunisie, bien sûr, doit réfléchir au démantèlement de tous ces équipements. En Europe, aujourd'hui, ils ont un problème à démanteler les pales éoliennes. C'est des pales en fibre de carbone. Et d'ailleurs, il y a des programmes européens qui visent la délocalisation des vieilles machines éoliennes. Ils nous disent elles ont encore 15 ans de vie. Vous pouvez leur faire le refurbishment de ces machines et vous pouvez les utiliser en Afrique. Et pourquoi? Parce que ça va être le cimetière par la suite. On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Il faut qu'on réfléchisse sérieusement à ces problèmes-là. On ne doit pas se cacher la vérité. Bonsoir à tous, merci Sir Professeur pour la présentation. Donc, mon nom c'est Mohamed Diop, je suis sénégalais et je suis actuellement ici en Tunis dans le cadre de mes travaux de recherche et je travaille sur l'hydrogène vert. Donc, je pense que c'est vous-même qui avez un peu consulté mon dossier dans le cadre du projet Afridi. Donc, c'est un honneur de vous rencontrer ici. Donc, en fait, ma question c'était à propos de la production d'hydrogène en Tunisie. Parce qu'actuellement même, on est en train de travailler sur ça avec le professeur Mounel Ahdar. Et d'après les présentations que vous avez faites, donc on voit un peu que le potentiel, donc le plus important, est localisé dans le sud du pays. Donc, et là, c'est une zone quasi désertique. Donc, quels sont les enjeux ou bien quels sont les défis à relever donc, pour l'implantation de centrales
peut-être éoliennes ou centrales à concentration, donc à vocation production d'hydrogène vert. Parce que c'est des zones donc, qui peuvent atteindre des températures assez élevées et donc, qui peuvent impacter sur donc, les panneaux solaires, mais aussi sur les autres composants des systèmes de production d'hydrogène. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pourquoi le sud de la Tunisie? Parce qu'en fait, l'élément clé sur le coût du kilogramme d'hydrogène, c'est le coût du kilowattheure électrique avec lequel il a été produit. Donc on doit chercher le site qui nous donne le coût le plus faible pour la production électrique renouvelable. Et comme par chance, c'est le sud qui a le meilleur potentiel et pour l'éolien et pour le photovoltaïque. Et combiner, il faut les combiner pour les deux, pour produire de l'hydrogène, parce qu'il y a un qui produit plutôt la nuit et un qui produit plutôt le jour. Maintenant, le Sud n'est pas sans challenge. Il y a des challenges. Premier challenge, d'abord c'est le terrain. On a l'impression que le Sud c'est vide, que ça n'appartient à personne, mais en fait le Sud c'est très compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle Aradi Ishtiraki, les terres communales. Aujourd'hui, il n'y a personne qui les revendique, et à partir du moment où vous allez là-bas pour planter une tente et passer une nuit, il y aura 50 personnes qui viendront vous dire non, ça c'est la terre des ancêtres, et ça n'appartient pas à moi, mais ça appartient à toute la tribu. Si c'est une tribu de 5000 personnes et qu'il y a une seule qui dit non, on ne vend pas, ou on ne loue pas, ou on ne veut pas d'hydrogène, on ne peut pas avoir d'hydrogène. Donc ça c'est le premier challenge, et le plus gros challenge, c'est de trouver les terrains, et on a besoin de terrains vastes et grands. Deuxième challenge, c'est l'eau. Parce qu'il faut que ce soit de l'eau alternative. Donc il est hors de question de creuser des forages, parce qu'il y a certains qui disent, dans le sud, on a la nappe, l'intercontinentale intercalaire, on peut pomper là-bas. On n'a pas le droit. L'intercontinentale intercalaire, c'est une nappe qu'on a empruntée à nos enfants, et que nos ancêtres, que les dinosaures nous ont prêtée. Donc si on la vide, elle est partie, elle ne nous appartient pas, et on ne peut pas utiliser l'intercalaire continental pour produire de l'hydrogène. Donc il faut que ce soit de l'eau alternative. D'où est-ce qu'on va la ramener? Est-ce qu'on ramène de l'eau douce pour laquelle on va faire du dessalement sur la côte à Gabès ou à Zarzis vers le Sahara, Tataouine et Gbeli? Ou bien est-ce qu'on va faire le traitement sur place? Qu'est-ce qu'on va faire des saumures? Quelle valorisation des saumures? Parce qu'il ne s'agit pas non plus, je crois que la bonne solution n'est pas de rejeter les saumures dans la mer. Il faut les valoriser, extraire quelques sels et quelques produits valorisables qu'on pourrait vendre à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est un deuxième challenge. Et par la suite, c'est le transport. Qu'est-ce qu'on transporte? Est-ce qu'on transporte l'électricité renouvelable vers l'électrolyseur, ou on transporte l'hydrogène vers le point de transformation de l'hydrogène, ou vers le pipeline qui va le transporter, ou vers le bateau qui va le transporter. Donc tout ça, c'est des challenges. Il faut des études scientifiques très sérieuses, de l'optimisation et du calcul scientifique là-dessus. Et ce ne sont pas des problèmes faciles. Une dernière question. Il faut s'approcher. Alors merci Sichiheb, donc voilà, c'est un plaisir de vous voir, donc, ainsi que tous mes professeurs à l'école polytechnique, donc ici, voilà, c'est un compte honneur. Donc une problématique, c'est de mettre de grandes installations. Est-ce qu'il y a une économie d'échelle sur cette technologie-là, par exemple à l'échelle particulière? Si les particuliers pourraient produire, ça ferait très bien, donc la Tunisie. Et ici même les tribus, donc, ou bien les petites communes, les petites sociétés, donc les petites groupes de personnes, d'accord, même en sud tunisien, s'ils peuvent produire à petite échelle et utiliser le vieux réseau de transport classique, donc utilisé au sud tunisien. Voilà, je vous remercie. Production à petite échelle, économie d'échelle, oui.
Aujourd'hui, moi je me rappelle une fois, je voulais visiter l'usine de Siemens pour des électrolyseurs Siemens. Et j'arrive à l'usine, c'était un grand hall, il n'y avait rien. On m'a dit, on vient de démanteler tout parce qu'on fabriquait des 5 MW, on passe à 17 MW. Et on ne vendra pas le 17 MW comme unité, on va le vendre en 300 MW, c'est-à-dire 20 fois. Plus c'est grand, moins c'est cher. Donc c'est une question d'économie d'échelle. Produire de l'hydrogène à petite échelle, évidemment, même à petite échelle, ça va être trop coûteux. On ne pourra pas faire d'échelle équatoriale pour l'hydrogène, ça m'étonnerait fort. Et c'est des investissements qui sont loin au-delà de la capacité des entreprises tunisiennes et du budget tunisien. Donc il nous faut de l'investissement direct étranger et il nous faut mettre en place ce cadre législatif et légal pour qu'on puisse tirer parti de cet investissement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose comme la loi 72. C'est des gens qui vont venir profiter du terrain, il faut qu'ils louent le terrain, il faut qu'ils profitent du soleil, il faut qu'ils payent quelque chose, il y a une part une redevance qui va revenir à l'État tunisien, il y a des taxes qui vont revenir à l'État tunisien. Il y a tout un code à mettre en place. Aujourd'hui, il n'existe pas, il n'existe nulle part d'ailleurs dans le monde. Et donc, tout ça est à mettre en place, il faut le faire. Et il s'agit bien sûr de faire un code qui soit attractif pour l'investisseur étranger, parce qu'on veut avoir cet argent injecté dans l'économie tunisienne, et qui ne soit pas répulsif, et qui puisse sauvegarder les intérêts de l'État tunisien. Encore une fois, merci professeur Bouden pour cette session plénière. Avant qu'on se répartisse entre les 4 salles pour les keynote speakers et les communications orales, au nom du COTUM, puisque vous êtes un ami de l'intelligence, de la persévérance, de la cordialité, de la sagesse au sens philosophique du terme, donc ami de l'ATM et du COTUM, et votre présence au coutume va devenir une coutume. On voudrait vous remercier. Le professeur Talak Bourabi va vous remettre